Bonjour, je voulais faire une petite vidéo sur le vif, en débrief. Une vidéo qui s'adresse à toutes les personnes qui seraient encore fascinées par l'ésotérique. Il y a un ami qui vient de partager un extrait d'un livre qui relate les théories d'un certain Horbiger, Hans Horbiger, un ingénieur, inventeur et idéologue autrichien. Il a une tête de mystique, de politique, on ne sait pas trop. Il ressemble un peu à Staline et Victor Hugo, c'est un mélange. Il a une grosse barbe et des grandes moustaches. Il a l'air en colère, hein, quand même. Donc, je vais vous lire cet extrait. Et après, je vous dirai pourquoi, selon moi, c'est de la merde. De la merde. Les théories de cet Horbiger qui a en fait fasciné Hitler. Horbiger et ses disciples, on l'a vu, imaginent des époques d'apogée de l'humanité. Les époques de lune basse, à la fin du secondaire et à la fin du tertiaire. Quand le satellite menace de s'effondrer sur la Terre. Quand il tourne à faible distance du globe, les êtres sont au sommet de leur puissance vitale et sans doute de leur puissance spirituelle. Le roi géant, l'homme-dieu, capte et oriente les forces psychiques de la communauté. Il dirige ce faisceau de radiation de telle sorte que la course des astres soit maintenue et que la catastrophe soit retardée. C'est la fonction essentielle du géant mage. Dans une certaine mesure, il maintient en place le système solaire. Il gouverne une sorte de centrale d'énergie psychique. C'est là sa royauté. Cette énergie participe de l'énergie cosmique. Ainsi, le calendrier monumental de Tiwanaku, qui aurait été érigé durant la civilisation des géants, ne serait pas fait pour enregistrer le temps et les mouvements des astres, mais pour créer le temps et pour maintenir ces mouvements. Il s'agit de prolonger au maximum la période où la Lune est à quelques rayons terrestres du globe, et il se pourrait que toute l'activité des hommes, sous la conduite des géants, fût une activité de concentration de l'énergie psychique, afin que soit préservée l'harmonie des choses terrestres et célestes. Les sociétés humaines, animées par les géants, sont des sortes de dynamos. Des forces sont produites par elles qui vont jouer leur rôle dans l'équilibre des forces universelles. L'homme et plus particulièrement le géant, blablabla, et après un autre extrait, juste après. La formation des légendes sur l'interprétation des rêves chez les peuplades des premiers âges, sur leur connaissance intuitive, est une sorte de pouvoir transcendant qu'elles auraient exercé pour modifier les lois de la nature. Bon, j'ai pas compris la phrase. Bon. C'était la fin d'une phrase. Il était encore question dans ce fatras de l'œil de cyclope, de l'œil frontal, qui s'était ensuite atrophié pour former la glande pinéale. De telles idées fascinaient Hitler. Il aimait à s'y plonger. Il ne pouvait s'expliquer autrement que par l'action des forces cachées, la merveille de son propre destin. Il attribuait à ces forces sa vocation surhumaine d'annoncer à l'humanité l'évangile nouveau. L'espèce humaine, disait-il, subissait depuis l'origine une prodigieuse expérience cyclique. Elle traversait des épreuves de perfectionnement d'un millénaire à l'autre. La période solaire de l'homme touchait à son terme. On pouvait déjà discerner les premiers échantillons du surhomme. Une espèce nouvelle s'annonçait, qui allait refouler l'ancienne humanité. De même que, suivant l'immortelle sagesse des vieux peuples nordiques, le monde devait continuellement se rajeunir par l'écroulement des âges périmés et le crépuscule des dieux. De même que les solstices représentaient, dans les vieilles mythologies, le symbole du rythme vital, non pas en ligne droite et blablabla et trucs bidules chouettes. Oui, les géants, le cyclope, l'œil qui se transforme en glande pinéale, des géants qui concentrent une force psychique pour maintenir l'équilibre des forces cosmiques et empêcher la catastrophe de se produire. Le satellite qui menace de tomber, donc la Lune qui menace de tomber, ça pourrait être le précurseur de l'apocalypse.
oui, les cycles, le perfectionnement des humanités et l'arrivée de l'homme nouveau, du surhomme. Waouh! Quand tu lis ce genre de truc, tu as l'impression d'être au cinéma, devant une super production hollywoodienne. Et le problème, c'est que tu vas y croire. Parce que ça, c'est pas de l'art, c'est de la théorie. Et la théorie, c'est fait pour qu'on y adhère. C'est ça le problème de la théorie. En fait, voilà, le problème, c'est que c'est du sens littéral, c'est du premier degré. C'est 100% littéral. Donc à partir de là, c'est foiré. La vérité n'existe pas, donc pourquoi espérer pouvoir encore s'en rapprocher? Bien sûr qu'il y a des ruines à Tiwanaku, que ces pyramides, ça ressemble à des centrales énergétiques qu'on pourrait imaginer qui canalisent l'énergie des éclairs pour faire des concentrations, comme c'est écrit, de force psychique avec des géants qui récupèrent l'énergie. Mais ça reste des suppositions, ça reste de l'ordre du subjectif. Est-ce que c'est... Pourquoi l'homme, il veut la vérité? Il la trouvera jamais. Donc, arrêtons de la chercher et devenons simplement des créateurs. Si on est dans un monde de rêve ou dans un super programme, c'est un monde irréel. Donc, le monde, il demande à être créé depuis nous-mêmes. C'est nous-mêmes ce que nous créons qui est non pas la vérité, mais le réel. Le seul réel qui soit. Pour moi, il y a une grosse différence entre, par exemple, les écrits de Nietzsche et les écrits de cet Orbiger que j'ai pas lu, mais en tout cas là, dans ce passage, on a un petit peu une idée de ce qu'il a pu écrire. Nietzsche, il parle du surhomme. Il parle de cycles. Il parle des dieux, le crépuscule des dieux. Mais ça n'est pas de la théorie. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est plus de la poésie. C'est-à-dire qu'en fait, ces écrits à Nietzsche, pour moi, ont d'abord comme fonction d'inspirer le lecteur, de lui créer un monde à l'intérieur. C'est comme un père qui voudrait faire le plus beau cadeau à ses enfants. Quel cadeau pourrait-il lui faire? Des jouets, des livres d'aventure, de la musique, tout un tas de supports qui permettra à ses enfants de se créer un monde à l'intérieur, pour qu'ensuite, plus tard, ils puissent à leur tour devenir créateurs. Et quand Nietzsche, en fait, il s'adresse au surhomme, quand il parle du surhomme, c'est pour justement faire jaillir au sein de son lecteur un désir ardent de s'élever au-dessus de sa condition. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a créé, ces écrits. Mais j'ai jamais cru à ce qu'il disait, parce qu'il n'y a rien dans ce qu'il dit qui ait pu me permettre de croire à ce qu'il disait. Ce ne sont pas des théories. C'est de l'art, c'est de la poésie, c'est de la création. Et c'est là toute la différence avec la théorie et donc avec l'ésotérique en général, qui est de la grosse merde, qui génère quoi? Du fanatisme. Hitler, il voulait, n'avait pas d'humour, il voulait faire advenir ce surhomme, mais concrètement. Donc, selon lui, il y avait des races à éliminer. Des races qui empêchaient, selon lui, peut-être l'arrivée de ce fameux surhomme. Mais le problème, c'est que lui-même, il n'est pas devenu ce surhomme. Il a fantasmé un truc. Il est con. Il avait qu'à le devenir lui-même, ce surhomme.
le supramental. C'est de la belle connerie aussi, parce que ça génère la croyance qu'il y aurait un savoir supramental. Aujourd'hui, il y a des gourous qui t'enseignent le savoir supramental, qui te disent c'est quoi l'amour. C'est très bien de dire c'est quoi l'amour, que tu partages tes perceptions, ta vision, pour inspirer les autres, à eux ensuite créer. Ça, c'est une chose. Mais de dire l'amour, c'est ça. Il te faut ci, ça, pour être dans l'amour, sinon tu fais pas bien comme il faut, t'es pas selon les lois de machin truc bidule chouette. Ça s'appelle de la dictature. Le savoir supramental. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est le fait de pouvoir soi-même, se surprendre soi-même en faisant jaillir de soi des formes nouvelles, autant au niveau de la pensée qu'au niveau de la création en général. La nouveauté. Se sortir des systèmes réflexifs, rentrer dans l'instantanéité, ça c'est intéressant. Mais c'est pas réservé à l'homme nouveau ou au surhomme. L'enfant qui joue, il est surprenant. Pourquoi il est surprenant? Parce qu'il est électrique. Ils sont électriques, les enfants. Donc, en fait, ils ont une surexcitation de leur système nerveux, de leur réseau neuronal. Donc, en gros, ça fuse. Alors que quand tu as de tension, quand tu es enfermé dans tes systèmes narratifs, dans ton système réflexif, donc dans ce que tu connais déjà, eh bien en fait, tu ne permets pas d'établir des connexions nouvelles. En fait, la nouveauté, c'est comme une étincelle entre deux zones de ton cerveau, deux espaces qui s'étaient jamais connectés entre eux. Et ces deux rencontres, bam, ça fait la nouveauté. Et là, toi-même, t'assistes à la création de quelque chose au moment où tu parles. Donc en fait, c'est ton cerveau qui fait des étincelles. Et oui, les enfants, ils ont ça spontanément, ils ont beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'électricité, et ils ont une plasticité plus grande parce qu'ils n'ont pas encore tout ce bagage mémoriel. En fait, le bagage mémoriel, c'est quoi? Ce sont simplement des chemins dans ton cerveau qui sont déjà inscrits et que tu as l'habitude de faire. Les connaissances, tu relis des points et des chemins, des circuits qui sont déjà établis. Donc c'est ça qui n'est pas intéressant en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est justement de faire ces étincelles, de faire ces connexions nouvelles. Mais ceux qui sont là à croire ce que dit Bernard ou les autres, qu'il va y avoir la descente de l'énergie, l'énergie elle est partout autour de nous. Ça, je veux dire, ça peut vous voulez me dire c'est encore de la théorie, ouais. Bon, il y a rien de nouveau en tant que tel dans la philosophie chinoise, le qi, l'énergie du qi, elle est partout, elle est à l'extérieur, elle est en nous. Spinoza qui parle de Dieu, il dit Dieu, il est partout. Dieu, c'est quoi? C'est l'énergie. Autour, en nous, partout, partout où tu mets ta main, il y a Dieu. Tu peux dire que Dieu, c'est l'atome, l'atome, il est partout. Peu importe. Oui, donc ça c'est pas nouveau, et dire qu'il y a une descente de machin, ça voudrait dire, encore une fois, c'est encore croire qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va nous arriver et enfin qui va nous permettre d'évoluer enfin, mais arrêtez! C'est exactement comme Hitler qui veut faire advenir son truc en oubliant lui-même de le devenir. Il veut te faire advenir surhomme, et oh mec, deviens le surhomme, arrête de nous casser les couilles, à courir après un truc qui n'arrivera jamais. Tant que toi tu le deviens, tu le deviens pas, le truc il arrive pas, Encore, ces textes, à tendance prophétique, nourrissent l'espoir de l'arrivée de quelque chose. Il y a les cycles, et à un moment donné, on va sortir des cycles. Non, tant qu'on rêve, on rêve. Voilà. Tant que l'humanité rêve, elle rêve. Et l'humanité, elle rêve, puisque c'est un songe collectif. Il n'y a que la personne elle-même qui peut, hop, se sortir du truc toute seule.
comme tu te sors de la merde tout seul. Et là, à partir de là, eh ben, tu choisis ce que toi tu as envie de faire, ce que toi tu as envie d'amener. Mais tant que tu es là à lire ces machins, tu es hypnotisé et fasciné. Et en fait, vous savez, la comparaison que j'ai fait au tout début avec le cinéma hollywoodien, bon, je l'ai faite comme ça spontanément. Maintenant, je réalise que oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le cinéma hollywoodien, pourquoi c'est de la merde? Parce que c'est littéral. C'est premier degré, quoi. Alors, quand je dis premier degré littéral, à quoi est-ce que j'opposerais littéral premier degré? Non pas le second degré, mais le pouvoir qu'une œuvre ou que quelque chose a de te créer en toi-même. Par exemple, tu vois un film, genre David Lynch, genre le genre de film qui te traumatise. Et bien ça, c'est de l'art parce que ça va créer en toi un truc à l'intérieur. Alors vous allez me dire, oui, le cinéma hollywoodien, ça crée aussi des choses. Non, ça crée des adhésions. C'est pas la même chose. Tu vois un film comme Titanic. Bon, j'adore ce film, hein, mais ça crée de l'adhésion, du sentimentalisme. Ça crée de la glu, de la colle. Ça, c'est aussi un truc que j'ai remarqué avec la musique, parce que justement, j'essayais de pouvoir expliquer en quoi, pourquoi le rock c'est de la merde. De toute façon, moi je trouve que quasiment tout c'est de la merde, hein, donc comme ça c'est réglé. Parce qu'en fait, le rock, c'est de la musique qui va créer qui va t'amener de l'énergie, hein, c'est très électrique, plutôt électromagnétique. Mais pourquoi c'est de la merde? Genre AC/DC, Rolling Stone, David Bowie, Ziggy Stardust, tout, bon, allez, tous les gros groupes. Parce qu'en fait, ça crée de la glu. Ça, c'est le côté magnétique. Ça crée de la colle, de l'adhésion. Et à partir du moment où ça t'englue, ça te colle, eh bien toi, ça t'empêche de te créer à l'intérieur un monde. Les écrits de Nietzsche, c'est pas collant, hein. C'est perturbant, ça crée des chocs. Parfois même, t'es dans un truc et bam, ça casse sur autre chose. Et après, en fait, ça te perturbe la lecture. C'est pas confortable, c'est pas gluant, voilà, tout simplement. Parce que c'est électrique. Voilà. Quand c'est électrique, ça colle pas. Ça casse, ça choque et ça dynamise. Mais ça n'englue pas. Et ça englue, ça. Ça hypnotise. Ça scotche. Ça fascine. Donc ça ne crée rien à l'intérieur de toi. Voilà. Dans la science officielle, j'ai envie de dire que il y a déjà un support plus concret. En fait, ce que je reproche à l'ésotérique, c'est que c'est pas concret. Ça parle de géants, ça parle de forces cosmiques, ça parle des origines, ça parle d'êtres qui auraient maintenu des forces, qui auraient... Mais d'où les personnes qui écrivent ça tirent leurs informations, de leur imaginaire, de leur inconscient. C'est par ce biais-là, comme les peuples primitifs étaient en mesure même de connaître l'emplacement des astres dans le ciel, par le biais de leur inconscient. Parce que par le biais de ton inconscient, tu es connecté à tout. Pourquoi? Parce qu'on est dans un rêve. Selon moi, hein. Mais c'est une théorie, ça, encore une fois. Une théorie ou quelque chose qui est là plus pour te suggérer. Donc, crée en toi quelque chose. Et à partir du moment où on a constaté que les peuples primitifs, ils avaient les capacités de connaître l'emplacement des astres, on a dit, ah, ils étaient connectés à une super science. Non, ils étaient juste connectés à l'inconscient. Mais de croire que c'est réel,
C'est là que c'est le piège. Parce que dans l'inconscient, rien n'est réel. C'est un rêve. Tout est un rêve dans cet inconscient. On est dans un rêve depuis toujours. Et là où il y a un piège aussi, c'est à chaque fois que ça parle de prophétie, ça parle de l'arrivée d'une nouvelle humanité. Regardez, une espèce nouvelle s'annonçait qui allait refouler l'ancienne humanité. La promesse d'une évolution par une humanité. Le fantasme de l'homme, c'est qu'il y ait une humanité nouvelle, une humanité évoluée qui apparaisse. Mais n'attendez pas ça, ça n'arrivera jamais. C'est à nous, chacun, de devenir cet humain que, selon nous, on a envie d'être, point barre. Le développement, c'est à l'échelle individuelle. Les pièges des prophéties, c'est toujours pour le collectif. Donc, ça te maintient dans le rêve. Ça te maintient dans le rêve du collectif. Dans cette grande illusion, dans ce putain de grand mensonge cosmique. Et cosmique, c'est bien comique. Ça veut rien dire cosmique. Cosmique, ça veut dire que tu as la tête dans les étoiles. Donc, tu es perché, tu rêves. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Ce genre de truc, ça fait percher les gens et ça les rend fanatiques après. Et ils sont persuadés que là, il va y avoir une apocalypse, que la lune, elle va tomber et qu'il y a l'humanité qui va jaillir. Et que si ça se trouve, c'est tous ceux qui sont pas vaccinés parce que ceux qui sont vaccinés, eux, ils ont dit gloire à Satan. Encore une fois, Satan, le 666, ça veut juste dire la matière. La matière. Et là, j'ai une autre amie qui a partagé un truc aussi. Il y a un... Non, Allez. Non, j'en parlerai une autre fois. Sur l'atome et sur le 666. L'homme, il a peur du monde, il a juste peur du monde dans lequel il est. Il a peur de la matière, en fait. Cette peur du diable, c'est la peur de la matière. Et donc, il a besoin de fantasmer l'arrivée prochaine d'une humanité nouvelle. Et le surhomme de Nietzsche, c'est un être, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est pas une humanité, il n'y en a qu'un. Et c'est toi, et c'est moi, et c'est chacun qui se reconnaît là-dedans. C'est-à-dire qui se reconnaît dans sa capacité à avoir un désir plus élevé que la fatalité, plus élevé que le conditionnement, plus élevé que soi-même, surhomme de soi-même, quelqu'un qui s'élève au-dessus de soi-même, au-dessus de sa condition, voilà. Donc, voilà la grosse différence qu'il y a entre la théorie, le savoir, la pseudo-objectivité, qui reste pour moi un fantasme, et l'art, la capacité d'une personne à créer des mondes, à suggérer, à permettre à celui qui le lit, non pas d'adhérer à ses théories, mais d'être inspiré pour se créer en soi-même un monde et ensuite devenir créateur à son tour. Voilà. Pour moi, le seul but de la vie, le seul sens qu'il y a, c'est d'être un créateur et donner le sens que soi-même on a envie de donner pour sa vie. Et de réaliser ce qui a du sens pour nous. Et au chiotte l'humanité nouvelle, au chiotte les fins de cycle, au chiotte les prophéties. Wake up Néo, merde. Par rapport à ce que je disais sur l'aspect littéral, premier degré, de tout ce qui a trait à l'ésotérique, observez l'esthétique franc-maçonne. Les tabliers, les broderies, les statues, les ornements, les lieux où les francs-maçons se réunissent pour faire des cérémonies. La particularité de cette esthétique, c'est qu'elle est kitsch. Kitsch. Le kitsch, c'est quand tu essayes de faire grand alors que tu es petit. Enfin, dans le sens, quand tu essayes d'imiter, hein, c'est l'art de l'imitation, mais que t'as pas de goût. C'est-à-dire que tu veux faire du beau, mais t'en fais trop. Le beau, ça s'imite pas. Par exemple, une maison qui a de l'âme. C'est ça aussi. Une maison qui a de l'âme, ça s'imite pas. Ça peut pas s'imiter. Une maison qui a de l'âme, elle peut être pauvre. Enfin, je veux dire, presque en ruine, ou je veux dire...
pauvre. Le kitsch veut faire beau en montrant la richesse, mais c'est pas comme ça que tu crées, que tu amènes une âme à quoi que ce soit, en fait. Tu vas simplement créer des effets. Voilà. Donc, le fait de créer des effets, c'est justement ce qui va créer de l'adhésion facile auprès d'un public. Et bah c'est aussi ce que font les films hollywoodiens, hein. Ils créent une forte adhésion, donc ils sont kitsch en tant que tels. Adhésion, fascination, voilà. Et donc tous ces mouvements, tous ces rituels ésotériques, comme par exemple il y a dans la franc-maçonnerie, cultivent le goût pour le symbole. Et en fait, là où c'est fort chez les francs-maçons, là où il y a une forte adhésion qui se crée, c'est parce que toutes les narrations qui sont présentes, enfin toute la symbolique qui est présente dans les rituels francs-maçons vont en fait toucher l'âme d'enfant des adeptes. Il y a tout un tas de rituels avec des épées, où tu as le grand commandant qui va te remettre l'épée, ou bien tu vas devenir le grand chevalier, tu vas recevoir la médaille. La médaille. Tous ces trucs-là, c'est les trucs de chevalier, c'est les trucs qu'on aimait bien jouer quand on était petit, enfin surtout les garçons. Pour ça d'ailleurs que, enfin il y a surtout des garçons chez les francs-maçons. Après, voilà, on va me dire non, c'est parce que c'est réservé aux hommes, et puis il y a des loges réservées aux femmes. Mais bon, aux femmes quand même assez viriles, enfin aux femmes en tout cas qui aimeraient bien être des hommes, hein, qui aiment bien jouer avec des épées, quoique Jeanne d'Arc elle aimait bien aussi, mais bon bref. Donc ça va toucher à l'âme d'enfant, et c'est ça qui va séduire aussi l'aspect aussi messianique, d'avoir une mission, d'être quelqu'un d'important, et aussi d'avoir des frères. Les francs-maçons, c'est des frères. Ils se soutiennent entre eux, ils sont solidaires, même si leurs frères sont embarqués dans des histoires en justice, ils vont se soutenir quand même. C'est pour ça qu'ils sont un peu partout. Et donc cet aspect de camaraderie qu'on peut retrouver aussi chez les scouts, et ben ça plaît en fait à l'âme d'enfant des adultes, mais comme les adultes qui sont séduits par ces trucs-là, ils se sont pas reconnus eux-mêmes, putain, ils sont facilement impressionnables, ils sont facilement fascinables, je sais pas si ça se dit. Ça se dit pas. Et comme avec cette histoire de Hitler qui veut faire advenir l'homme nouveau, enfin le surhomme à l'extérieur, il recherche à l'extérieur putain, j'y arrive pas. Ce jeu qu'ils ont perdu en fait. Voilà, c'est ça. Hein, ils veulent jouer avec des... Ils jouent même pas, et du coup ils jouent plus en fait, ils se prennent au sérieux. Oh, reçu l'épée du grand commandant, oh ça y est, j'ai accédé au stade de machin truc, bidule chouette, j'ai les médailles et tout. Ça devient plus du jeu au final. C'est vraiment morbide en fait comme délire. C'est genre, t'es adulte, tu joues, mais t'es sérieux. Tu joues au truc d'enfant, mais en mode sérieux quoi, en mode grave. Waouh! Et en plus, première année chez les francs-maçons, t'as pas le droit de parler, tu dois écouter le grand maître qui parle, quoi. Attention, comme à l'école, mais en mode amplifié, quoi, n'importe quoi. Donc, c'est tout. Voilà, pour conclure, et je savais même pas que j'allais dire ça dans cette vidéo, en fait, c'est tout ce qui va créer de l'adhésion, donc cette glu, cette colle, par opposition aux œuvres, aux créations en général, qui créent un monde en toi-même, qui suggère, qui ouvre un espace en toi, pour que toi ensuite tu deviennes par la suite créateur. Et les œuvres qui créent en fait des mondes à l'intérieur de toi sont rarement confortables.
sont plus souvent perturbantes. Ou bien même peuvent générer une certaine douleur aussi, dans le sens, quand je parle de douleur, une douleur de l'âme, une douleur intérieure, parce que justement, cette douleur, c'est ce qui va comme concentrer un truc en toi pour qu'il y ait un truc qui se crée à l'intérieur par concentration. Voilà. Moi, par exemple, des spectacles que j'ai vus quand j'étais enfant, qui m'ont créé quelque chose, c'est souvent qui m'ont fait mal, dans le sens, je me souviens, j'avais vu un concert de Charlebois, ça m'avait rendu triste. Vous allez me dire, ça c'est encore une adhésion sentimentale. Oui, mais non, ça fait mal. Ouais, mais Titanic, ça fait mal aussi, quand il part après Jack, il est mort. Ouais, bah en fait, je suis un peu trop clivante là dans tout ce que je dis. Ouais, non, mais je peux pas comparer le cinéma hollywoodien, les francs-maçons et tout, là, faut pas déconner, putain, merde. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais arrêter. On va dire plutôt, ce qui crée de la fascination, crée de l'adhésion, te met à l'extérieur de toi, crée une glu et t'empêche de créer un monde en toi. Ce qui te confronte, ce qui te fait mal, bah ça te crée, ou ce qui t'électrise, ça te permet, ou ce qui t'inspire, ça te permet de te créer un espace. Voilà, et c'est toute la différence qu'il y a entre la théorie et l'art. Entre le monde des croyances, le monde des vérités, et le monde de l'art, donc le monde de la création. Même si ces deux mondes, ils sont pas si séparés que ça, parce que moi j'aime bien faire de la théorie aussi. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi avec les trucs ésotériques? J'ai oublié de dire un truc. Et là, je cherche dans ma mémoire, donc je risque pas de trouver. Merde. Ouais, j'étais au téléphone tout à l'heure. Mais rien ne se crée, tout se transforme. Putain, le mec, dans son texte, il parle de géants, ok, qui concentreraient en eux une force psychique de ouf pour maintenir les lois cosmiques, je sais pas quoi. Par le biais aussi de leur technologie, avec leur pyramide. Tiwanaku, c'est un site en Amérique du Sud, comment ça s'appelle, en Bolivie. Et les grands géants, ils avaient, enfin, s'ils ont existé, et puis de toute façon, si on est dans un rêve, même les preuves, on dit regarde, t'as des preuves là, il y a ça, il y a des squelettes, ils sont, mais ouais, mais qui te dit que c'est pas un décor, j'en sais rien moi, je crois pas en ce que je vois, donc ça, tu me fais chier avec tes preuves, puis ça peut être autre. Puis, comme le dit Rock Soccer, ça se trouve ça a été tout fabriqué. Bah, c'est une possibilité. Par contre, Rock Soccer, il te dit que c'est bien vrai que ça a été fabriqué. Bah, t'en sais rien, mon vieux. Ça pourrait même être fabriqué par les géants, des fausses preuves de trucs, pour que Rock Soccer, il croit que ça peut tout être. Putain. Ah là là, moi si j'étais Dieu, je ferais un truc tellement compliqué pour que les gens, quand ils essayent de trouver la vérité, ça leur fasse un putain de bordel dans la tronche qu'après ils disent « Ah, je veux plus trouver la vérité, non, c'est l'enfer, plus jamais, Je serais diabolique. Oh putain. Et ben j'étais au téléphone, et ben regardez, nos téléphones, c'est quoi? C'est des appareils, des technologies qui concentrent, qui concentrent de l'énergie électrique. Et nous aussi, on est avec ces appareils, donc on interagit avec. Et nous aussi, on réceptionne de l'énergie. Donc en fait, nous aussi, on est sauf qu'on est, on n'est pas géant. Mais ouais, mais par rapport à une souris, moi, je suis grande quand même. Hein. Donc on est géant par rapport à quoi? C'est relatif. Donc en fait, les géants, ça peut être nous. Et puis regardez, moi, j'ai un petit bouton là. Donc ça se trouve, c'est moi le cyclope. Putain, je suis un cyclope. Merde, je l'ai depuis 5 ans ce truc. J'ai un œil qui m'est poussé sur le front, quoi. Si ça se trouve, c'est ma glande pinéale qui s'est retrouvée
qui a poussé par derrière et qui a fait un truc. Et dans quelques années, ça se transformera en corne. Et là, j'atteindrai l'illumination. Wouh. Oh putain. Ce qui ça manque, il y a un truc qui manque à la... Ouais. Ça pourrait être sympa, l'ésotérique, la science ésotérique. Si c'était un petit peu plus psychédélique. Là, quand c'est psychédélique, ça commence à ressembler à une danse, ça commence à ressembler à un chaos, un truc où ça te fait un truc à l'intérieur où tu as envie de gerber. Et là, ça commence à créer des trucs à l'intérieur. Mais là, c'est écrit, c'est tout linéaire, boum, 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 tu sais. T'as l'impression de regarder le JT, quoi. Oh, putain. Bon, là, c'est le matin, j'y vois un peu plus clair par rapport à ce que je disais sur le fait que le cinéma hollywoodien va créer de l'adhésion, ou bien alors la musique rock, tous les gros groupes de musique rock, Radiohead, Muse, tous ces groupes-là, créent de l'adhésion, et donc, de ce fait-là, empêche la personne de se créer un monde à l'intérieur. Je disais, bon, dans Titanic, c'est un film qui peut te bouleverser quand la Jack il crève, c'est triste. Il y a en fait des niveaux de profondeur à la douleur créée. Quand Jack il crève au cinéma, c'est un peu triste, mais c'est pas hyper profond parce que tu es tout de suite ramené après à la surface. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Il sombre sous l'eau, puis après, tu es ramené à la surface de l'eau par la musique mielleuse et niaise du film qui va te remettre dans le sentimentalisme, qui va te remettre dans de la douleur de surface. Voilà, la douleur de surface. Alors que tu vas avoir d'autres œuvres qui vont te créer une douleur beaucoup plus profonde. Donc, par exemple, moi, quand j'étais enfant, j'ai été traumatisée, par exemple, par le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. J'étais persuadée que si je regardais Jean Marais, donc qui joue le rôle de la bête dans le film, j'allais moi aussi être pétrifiée, transformée en statue de sel. Et ça, c'est très créateur en tant que tel. Pourquoi? Parce que ça crée un choc. Et pendant le moment où moi, j'ai peur d'être changée en statue, si je regarde l'écran et si je regarde dans les yeux de Jean Marais, eh bien, comme je ne peux pas, si vous voulez, par ce choc et par le fait que je regarde le film, je peux pas crier, je peux pas extérioriser le truc, je retiens ce que je ressens, je le retiens en moi, et là, boum, ça crée en fait un monde intérieur. Parce que, en fait, selon moi, et c'est une théorie, encore une fois, l'inconscient se crée justement par de l'émotionnel contenu. Une grosse masse émotionnelle, comme ça, comme une inspiration d'émotionnel, qui est contenue et qui crée une sorte de bulle, qui crée ce monde. Et moi, quand j'avais commencé à dessiner beaucoup, je dessinais tout le temps des bêtes, comme dans La Belle et la Bête, des créatures comme ça, pleines de poils, avec des yeux qui cherchent à te pétrifier. Donc, ça m'avait suggéré, voilà, bon, vous avez compris. Et voilà. Bon, il y a un album de David Bowie, Outside, justement, qu'il avait fait pour l'occasion du film de David Lynch, Lost Highway, où là, dans cet album, il y a quelque chose qu'on retrouve nulle part dans tous les autres albums de David Bowie. Une musique vraiment qui est très cassante, très décousue, qui passe d'espace à d'autres et qui sombre et qui te fait aller dans de la profondeur. Cet album, il crée pas mal de choses. Et assez différent, donc, vous voyez, des autres. Mais donc, vous voyez, hein, ce qu'on appelle l'art, putain, je me répète là, c'est ce pouvoir de créer, de suggérer quelque chose à l'intérieur du lecteur ou du public. Et ça, en fait, en tant que tel, c'est pas forcément vendeur. L'industrie culturelle, elle va plus mettre en avant des œuvres qui créent de l'adhésion facile, qui créent du divertissement.
du divertissement. Il y a bien une différence entre les deux, même si bien sûr il peut y avoir des œuvres de divertissement qui vont suggérer en toi quelque chose de très fort aussi. Hein. Mais vous voyez les chanteurs, par exemple les chanteurs de la Starac, ils essayent toujours de créer une fausse profondeur, une fausse douleur, mais ils peuvent pas faire autre chose que créer des effets. Des effets de profondeur qui n'en sont pas. Les trémolos, les ajouts. Ça, c'est le kitsch. Quand je disais le kitsch, c'est de faire du grand quand t'es petit. C'est pas petit que j'aurais dû dire, c'est médiocre. Faire grand quand t'es médiocre. Et la médiocrité, c'est quoi? C'est le fait de pas réussir à descendre au fond de toi, de pas vouloir toucher à la douleur. De rester à la surface parce que t'as besoin de plaire. Tu toucheras à rien. De toute façon, si tu as toujours besoin de plaire, tu seras toujours maintenu à la surface. Et tout ce que tu créeras, ce sera de l'artificiel et du kitsch. Voilà. Ouais, aussi, je parle beaucoup du kitsch pour le critiquer, tout ça. Mais en fait, moi, j'adore le kitsch. J'adore le kitsch. J'adore... Mon kiff, c'est de faire gerber le kitsch. Faire gerber les fleurs, gerber les bouquets de fleurs, gerber les licornes arc-en-ciel, ou les rendre complètement psychédéliques. Pousser le kitsch à saturation à outrance. C'est ce qui m'éclate le plus. En fait, c'est ce qui me fait le plus marrer, quoi. En fait, en tant que tel, le beau, ça m'intéresse pas. C'est là où je suis totalement contradictoire. Et ça, c'est un truc... Alors là... Ça reste, c'est une vérité, vous savez, je suis même contre la vérité, mais j'ai mes vérités à moi. Le secret du bonheur, c'est d'être en phase avec ses contradictions. Parce que la vie, c'est contradictoire. Hein. Désolé, c'est contradictoire la vie. Et moi, je suis en phase avec mes contradictions. Et le beau, ça me fait chier, le beau. S'il n'y a pas un peu d'outrance, un peu de kitsch, un peu de gerbe, bah finalement, il n'y a pas de mouvement. Bah, quand tu gerbes, il y a un mouvement, il y a un geyser de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça participe d'une certaine purge, donc d'une certaine guérison. En fait, je cherche à guérir le kitsch en le faisant vomir. Je suis un médecin du kitsch, quoi. Ouais, et un autre truc aussi. Je vous avais parlé de Fabrice Divisio, là, l'avocat spécialiste dans le domaine de la santé, que j'ai découvert il y a pas très longtemps et je l'ai pas mal écouté. En fait, j'aime beaucoup son énergie et à un moment donné, il dit que lui, son objectif par rapport aux mesures qu'il trouve totalement absurdes du gouvernement, c'est de pousser le système à saturation. Donc en fait, il fait des plaintes, le mec, il dépose des plaintes à tire-larigot pour accuser tout le monde, pour pousser, pour harceler les ministres et tous les membres du gouvernement pour qu'à un moment donné, ça étouffe. C'est lui qui a déposé la plainte contre Agnès Buzyn, l'ancien ministre de la Santé, qui était ministre pendant la crise. Et moi, ça me touche, mais en même temps, ça me fait de la peine. Parce que, malheureusement, en fait, tant que t'es pas dans la création, t'es maintenu dans cette dualité. Dans cette adhésion au fait de croire que ce que tu fais, c'est le bien. Un créateur, il fait pas le bien, il s'en fout du bien et du mal, il est au-delà de ça. Mais lui, il est là-dedans, il est persuadé qu'il fait le bien. Et il est chrétien, donc je pense qu'il doit se dire un peu indirectement qu'il est en lutte contre les forces du mal et un peu contre le diable. Mais de ce fait-là, il comprend pas l'intelligence de la vie qui, elle-même, nous fait asphyxier. La vie, elle-même, nous pousse à saturation, en fait. C'est par l'asphyxie, par la saturation qu'à un moment donné, t'es poussé à te mettre en colère et à dire ouais, bon, maintenant ça suffit, maintenant ça va être comme ça, je vais faire ça, je vais prendre les devants, allez, je veux faire advenir le monde que j'ai envie qu'advienne, j'attends plus que ce soit l'extérieur qui change, je passe à l'action et je crée mon monde à moi, puis merde.
Donc cette saturation, elle est saine. Quand tu vois tous ces gens qui sont là, qui disent ouais, je vais perdre mon taf, je vais me retrouver à la rue, c'est la vie qui les a poussés à ça, pour leur amener un mouvement. C'est pas le gouvernement en tant que tel. Le gouvernement n'est qu'un instrument de la vie. Et ouais, il y a ça aussi qui pourrait expliquer justement la difficulté qu'ont certaines personnes à passer à l'acte. Ça veut dire extérioriser leur inconscient. Un créateur, c'est quelqu'un qui vient rendre réel, qui extériorise, qui met à l'extérieur tout ce qu'il a en lui-même, donc tout ce qui s'est créé en lui-même, de toutes ces masses émotionnelles qui ont créé cette sorte de bulle intérieure. Et en fait, les gens, en fait, ils restent dans leur bulle. Ils restent dans leur inconscient, dans ce monde intérieur où tout est contenu. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'éventrer cette bulle. Passer à l'action, c'est, tu dois à un moment donné faire une conversion de cet intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce qui va déclencher ce passage à l'action, à l'extériorisation, et qui va ensuite faire de toi un artiste, un créateur? Eh bien, ça va rejoindre le texte que j'ai terminé d'écrire sur la colère créatrice. Ça va être justement de la colère. Dans le sens, la colère, c'est quoi? C'est du désir compacté. Je vous donne l'exemple par rapport à moi. Qu'est-ce qui m'a fait pousser à m'extérioriser? Une douleur liée au fait que le garçon dont j'étais amoureuse, en fait, il aimait une autre meuf avant qu'on se rencontre, il aimait déjà une autre meuf. Quand je l'ai appris, ça m'a mis beaucoup de douleur, mais aussi beaucoup de colère. Donc j'ai eu envie d'extérioriser des choses. Et cette envie très forte, cette colère, en fait, c'était du désir, tout simplement. Donc, tout simplement, c'est ce feu. C'est ce feu qui va créer cette conversion du dedans vers l'extérieur. Mais tant qu'il n'y a pas ce feu, finalement, la personne, elle reste dans sa bulle. Et il n'y a pas l'étincelle qui va percer les membranes de la bulle et qui va faire tout sortir. Alors, colère, ça peut être aussi saturation, comme le fait de gerber, c'est qu'à un moment donné, tu as trop de toxines à l'intérieur de toi et ton corps, il crée un mouvement par contraction où il y a tout qui ressort. L'art, c'est un peu lié à la gerbe, ou au fait d'évacuer en tout cas, au fait de chier. C'est-à-dire pour ça que on dit souvent l'artiste il joue avec son caca. Bon, c'est pas très beau comme image, mais au début c'est un peu ça, parce que les premières choses qui sortent, c'est lourd, c'est dense, c'est compacté, c'est tout ce que t'as en toi que t'as gardé, et boum, qui sort sous forme d'une matière noire, d'une matière noire épaisse. Et c'est pour ça aussi que Nietzsche disait quand on assiste à la création d'un génie, on est toujours un petit peu refroidi. Oui, on est toujours un petit peu refroidi parce que ce qui sort au début, c'est pas très joli. Mais il faut passer par là. Moi, c'est comme ma chaîne. Quand je regarde, je retrouve mes vidéos avant, je me vois soit en colère. Quand je regarde mes premières vidéos, je vois une meuf spirituelle. En fait, je vois une meuf qui contient sa colère, qui essaye d'être gentille, d'être polie, d'être bien dans la forme parce qu'elle contient sa colère. Mais la colère, je la vois, elle est là. Mais elle n'est pas encore bien diluée. Elle n'est pas encore bien raffinée, encore bien transformée en essence. C'est du pétrole, c'est bon. Alors je contiens avec ma forme spirituelle, avec mes petites boucles d'oreilles de merde là qui sont trop moches, et après à un moment donné ça pète. Et je suis là bam 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 bam, je suis là ouais furax et tout. Et en fait ça c'est quoi? C'est la tornade, c'est le début de la danse, le début de la mise en branle où il y a tout qui sort comme ça boum boum. Et après ça, c'est pas un état qui est fait pour demeurer. De toute façon, il n'y a aucun état qui est fait pour demeurer. Il y a que les demeurés qui demeurent dans un état. C'est fait pour ensuite être encore transformé, pour arriver à toujours quelque chose de plus subtil et moi je dirais de plus essentiel. C'est-à-dire essentiel, c'est quoi? C'est ce qui est compacté. Les huiles essentielles. L'huile essentielle de rose. Ça me fascine. Tu prends un hectare de rose. Il faut cultiver un hectare de rose pour avoir un flacon d'huile essentielle de rose.
Mais il faut à un moment donné que les fleurs, elles poussent et qu'elles éclatent dans tous les coins. Bam, 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 les fleurs, boum, elles éclatent, ding, ding. Pour après, tu les prends, tu les compactes, tac, 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 ça fait l'essence. C'est tout un processus. Et toutes les étapes sont importantes. Mais au début, ouais, t'es un peu refroidi ou t'es un peu, wow, putain, c'est quoi ça? Ou tu commences à faire sortir des trucs de toi, tu te dis, ouais, mais c'est laid, c'est moche. Ouais, mais ça sort. Donc c'est bon. Voilà, c'est ça. En fait, au début, ce qui sort de toi, c'est compacté. Cette matière noire, c'est une matière toute compactée. Ensuite, tu la mets en branle, tu la raffines, et après, tu recompactes. Tu resynthétises. Tu essentialises. Parce que le pétrole, c'est pas de l'essence. Mais de l'essence, c'est une matière compactée, mais qui a été raffinée, qui a été transformée. La transformation. La sublimation. C'est un processus intérieur. Dehors, tu mets dehors, tu extériorises la densité, tu la transformes, tu la transformes, tu la transformes, tu la resynthétises, et là tu crées l'essence. Voilà. Bon, bah ça c'est ma 100e vidéo, là je viens de réaliser. Et la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur ma chaîne, sur l'autre chaîne, le yoga du cri, sur la colère créatrice, là je suis en train de l'enregistrer. Et bah, je vous mettrai le lien parce que... je vous le mettrai le lien la prochaine fois. Allez, à la prochaine.